Hein. Voilà, on va commencer par les deux premiers points. Le premier point, faut-il ou non enseigner le comptage numérotage? Mais avant, je voudrais évoquer avec vous ce qu'aurait pu être une épreuve d'évaluation très simple, d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire de la faire passer à tous les élèves, parce qu'un enseignant de CP, il sait assez rapidement lesquels de ses élèves sont fragiles. Il ne reste pas longtemps sans le savoir. Bon, il se trouve que, pas l'année scolaire dernière, mais la précédente, tous les matins, j'étais 1 heure dans une classe de CP, 1 heure avant la récréation, 1 heure dans l'autre CP après la récréation. Je faisais classe, c'est moi qui avais fait classe toute l'année. Le projet étant d'élaborer un environnement multimédia. C'est-à-dire dans une des deux classes, j'avais un vidéoprojecteur, dans l'autre classe, j'avais un TNI, c'est déjà mieux. Ça commence à devenir très luxueux. Et dans les deux classes, tous les élèves avaient une tablette. Enfin, on avait une série de tablettes pour une classe, parce que le logiciel peut s'utiliser, on peut définir des profils, et donc c'est la même série de tablettes qu'on utilisait dans les deux classes. Alors ils étaient fournis avec une petite société franco-norvégienne avec laquelle je travaille, qui s'appelle Dragonbox, qui vient du jeu, et puis qui souhaitait s'intéresser à l'enseignement, à un environnement scolaire. Et bon, comme ce sont des bons, ils ont eu plein de récompenses aux États-Unis. Puis ça m'a amené à travailler avec des pédagogues norvégiens, des pédagogues finlandais, avec des informaticiens de très très haut niveau. Bon, donc je me suis dit que pour mettre ça au point, le plus simple, c'était d'essayer au fur et à mesure ce que j'élaborais. Si j'étais par trop mécontent de téléphoner aux informaticiens, pour demain je voudrais ça, ça, ça et ça, et puis donc mettre au point un processus un peu à la Roland Guagou, Sylvie Seb, c'est-à-dire que cette année, on a élargi. Alors la deuxième année, c'était les 2 maîtresses de CP qui faisaient classe toutes seules, moi j'étais plus là. J'étais plus là. Troisième année, on a élargi à des enseignants que je n'ai jamais rencontrés. Mais en revanche, tous les jours, je fais une petite vidéo de 7 minutes pour montrer les points clés de la séquence. Enfin bon, je disposais d'un environnement pédagogique comme je n'ai jamais disposé. Faire classe, c'est pas la première fois que je la faisais. Mais je n'avais jamais disposé d'un environnement pédagogique comme ça. C'est assez exceptionnel. C'est un mixte de Pigby et des nombres en couleur, les nombres Kuisner, si certains connaissent. C'est Kuisner, instituteur belge des années 1950. Bon, l'outil, je n'avais jamais vécu, faire classe, moi, puis des enfants qui s'applaudissaient, vous voyez, parce qu'ils avaient bien anticipé ce qui allait se passer dans un logiciel, etc. Bon, et faire classe devient un plaisir incroyable, quoi. Et donc, malgré ça, vers Toussaint, vers maintenant, j'avais dans chacune des deux classes 25 et 26 élèves. C'était avant le dédoublement des CP en REP, bien que ce soit une école difficile, il y avait 1 mètre de plus que de classe. Il y a toujours, on l'a conservé. L'année dernière, ils étaient à 28 et 29 en CP. Un jour où il y a eu une épidémie de grippe, j'ai eu 18 élèves dans chaque classe. J'ai eu l'impression que le métier était transformé. J'ai eu l'impression de ne plus faire le même métier. Et donc,
vers Toussaint, j'avais 4-5 élèves dans chacun des 2 CP qui n'avaient pas compris le nombre 5. Alors oui, il y a sûrement des collègues de grande section, des collègues de CP. Comment c'est possible? Comment c'est possible de ne pas avoir compris le nombre 5 à la Toussaint, au CP? On ne veut peut-être pas, on n'entend peut-être pas, on ne met peut-être pas la même chose derrière l'expression avoir compris le nombre 5. Le petit test que j'utilisais, qui à mon avis vaut largement l'épreuve d'évaluation d'entrée au CP qui vous est proposée, qu'il faut faire passer qu'aux élèves dont vous repérez rapidement qu'ils sont fragiles, c'est le suivant. Je mets un tas de jetons devant un enfant, je lui dis, tu vois, là, il y a des jetons, j'aimerais que tu me donnes 4 jetons. 4 jetons, ils savent tous le faire, évidemment. 1, 2, 3, 4, 4. Je lui dis, c'est bien. Moi, finalement, j'ai réfléchi, je préférerais avoir 5 jetons. C'est 5 jetons que je préférerais avoir. Et là, si je vois l'enfant recompter des jetons dans le tas, ou recompter les jetons qu'il avait déjà sortis et qui étaient devant moi, à ce moment-là, par exemple, je cachais avec la main les jetons déjà sortis, je lui disais, écoute, c'est toi qui me les as donnés, ces jetons. Tu sais qu'il y en a 4. Là, il y a 4 jetons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai 5 jetons sous la main? Et ces enfants étaient incapables d'ajouter un nouveau jeton pour former une collection de 5. Ils n'étaient capables de former 5 qu'en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ils étaient enfermés dans le comptage, numérotage jusqu'à 5. Et ils ne savaient pas que 5, c'est 4 et encore 1. Attention! On voit des élèves dans d'autres classes. Moi, je n'ai pas de fil numéroté dans une classe de CP. J'ai une file numérique, c'est une file de boîte de PIB vide. Il n'y a pas un seul numéro. Si, il y a le 1. Mais c'est une vraie file numérique. C'est-à-dire que si je demande aux élèves où est la case 24, eh bien, la case 24, c'est simple. C'est 2 boîtes pleines, 10 et 10, 20, et puis encore 4 jetons dans la 3e boîte. Immédiatement, ils n'ont pas besoin il n'est pas nécessaire que les numéros soient écrits. En écrivant les numéros, on les empêche d'y accéder par une stratégie de décomposition-recomposition. Et donc, je n'ai pas de fil numéroté. Des collègues qui ont une file numérotée dans leur classe, vraisemblablement que vous interrogez les élèves sur 4 plus 1, ils vont vous donner la bonne solution. 4 plus 1, ils savent qu'il faut repérer la case 4 sur la file numérotée, regarder la case qui est immédiatement à droite de la case 4, et ils savent que c'est là ce qui fait plaisir aux adultes quand ils posent la question 4 plus 1. Et donc, ils savent faire, les mêmes élèves. Vous n'êtes pas sûr que, confrontés au petit test que je vous ai décrit, ils réussissent. Vous voyez, il faut connaître la propriété du plus 1 répété. Qu'est-ce que la propriété du plus 1 répété? C'est que quand vous avez une quantité correspondant à un nombre, vous voulez une quantité correspondant au nombre désigné par le mot suivant, il suffit d'ajouter 1. Les nombres, les quantités sont définies à un près. Si vous ajoutez une nouvelle unité, la quantité change. Le nom de cette quantité, c'est le mot qui suit dans la suite des mots nombres. Cette propriété qui fonde le nombre, pour ceux qui auraient fait des études de mathématiques, c'est un des principaux axiomes de Peano. Cette propriété, elle fonde le nombre. On l'appelle l'itération de l'unité, cette propriété. Il faut que l'enfant la maîtrise, mais la maîtrise en acte. Vous voyez, ça ne suffit pas qu'elle corresponde à un savoir verbal appris, qu'il la maîtrise en acte dans une petite situation problème.
comme celle que je viens de vous décrire. Cette propriété est présente, la notion d'itération limitée est présente 5-6 fois dans le programme maternel 2015. Elle est centrale dans ce programme. J'espère qu'elle y restera. Il existe 2 façons d'enseigner le comptage. Il faut éviter d'enseigner le comptage-numérotage. Cela veut-il dire qu'il faille éviter toute forme d'enseignement du comptage? Non, vous voyez bien que se passer totalement de l'enseignement du comptage à l'école, ça serait pratiquement impossible. Mais on peut enseigner le comptage différemment. Donc, 2 façons d'enseigner le comptage numérotage, comptage dénombrement. Regardez, programme maternel 2015, les activités de dénombrement doivent éviter le comptage numérotage. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Cela restera-t-il? Je pose la question. Enseigner le comptage numérotage, c'est très simple. C'est enseigner le comptage selon le sens commun. Et je vais essayer de défendre l'idée qu'il ne faut pas faire la classe avec une pédagogie de sens commun. Je vais essayer de défendre cette idée dans ce domaine, en tout cas. C'est ce que font les parents avec leurs jeunes enfants. Ils théâtralisent la correspondance terme à terme, un mot, un objet. Ça se passe le plus souvent comme ça. Vous avez une bande de papier avec des lapins dessinés dessus. Admettons, un enfant de 3 ans, vous lui demandez combien y a-t-il de lapins sur cette bande dessinée. Vous voyez des enfants qui ont appris par cœur la comptine numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils savent que quand on leur demande combien, il faut toucher les unités. Alors ils font quelque chose comme ça. Vous imaginez que la flèche, là, est le doigt de l'enfant. Ils font 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ils récitent la suite verbale et puis ils touchent les objets. Alors là, que font les adultes? Ils disent, je vais te montrer comment on compte. Ils prennent le doigt de l'enfant, ils le mettent sur le premier lapin, puis ils disent 1, et ils appuient sans faire mal. 1, 2, ils appuient. 3, ils appuient. 4, ils appuient. Bon. Alors, ça vaut la peine, si vous voulez, on ne peut pas être enseignant sans être un petit peu psychologue. Ça vaut la peine de se poser la question, que se passe-t-il dans la tête d'un élève à qui on fait ça? Un jeune enfant à qui on montre un objet, montre, bon, le mot est ambivalent, montre. Ordinateur, lunettes, en pointant, on désigne, on pointe un objet, puis on insiste. Lunettes, c'est la lunette. Il comprend que le mot réfère, c'est soit le nom de l'objet désigné, mais ça peut être aussi une partie branche. Vous voyez que c'est la branche de la lunette. Enfin bon, il y a des travaux en psychologie qui éclairent cette question. Il y a une chose de certaine, c'est que si vous enseignez le comptage comme ça, 4, et vous appuyez sur le doigt de l'enfant quand vous dites 4, l'enfant va comprendre que le mot 4, il réfère à ce lapin-là. C'est un numéro, c'est Chanel numéro 5. Chanel numéro 5. Alors, au mieux, ça va devenir... le problème avec la langue française, et les jeunes enfants francophones n'ont pas de chance. Ils ont de la chance parce que c'est une très belle langue, mais du point de vue des apprentissages numériques, c'est une langue qui multiplie les phénomènes de polysémie. Un chat, c'est un chat quelconque, mais c'est aussi un chat et un seul. En anglais, on a a cat, ou alors one cat, 2 mots différents pour 2 idées totalement différentes. Enfin, totalement, assez différentes. On pourrait multiplier. En anglais, vous allez à Londres, jamais on vous donnera la chambre 205. Jamais. Vous aurez la chambre 205. En anglais, quand une suite de chiffres, une écriture chiffrée désigne un numéro, on égrène les chiffres. On ne le dit pas comme s'il s'agissait d'une quantité.
Et donc les petits-enfants anglais, la date en anglais, November the 8th, le 8e jour de novembre, c'est un contexte ordinal. Conseil pédagogique très simple, collègues de maternelle, collègues de CP, collègues de CE1, exprimez-vous rigoureusement. Quand vous désignez un rang, utilisez les mots qui, dans notre langue, sont spécifiquement dédiés à la désignation des rangs, les ordinaux. Quand vous désignez une quantité, utilisez les mots qui, dans notre langue, sont spécifiquement dédiés à la désignation des quantités, les cardinaux. Et vous pouvez ne pas utiliser ces mots qui, dans la langue française, sont polysémiques, qu'on utilise à la place des ordinaux, qu'on utilise comme étiquette verbale, hein, comme Chanel numéro 5, et les jeunes enfants ne s'y retrouvent plus, surtout ceux qui ont des difficultés langagières. Et donc, voyez, essayez d'être rigoureux dans l'usage des mots nombres. Petit conseil, hein, on verra que je ne suis pas le seul à le donner. Je continue. 4, tu vois, 4 c'est là. Hein. 5 c'est là, c'est le lapin 5. 6 c'est là, 6 c'est là. Mais attention, 6 c'est aussi là. Ça désigne la quantité de tous les lapins. Mettez-vous à la place d'un jeune enfant à qui on dit 6 c'est là. Et puis après, on dit 6, c'est aussi une propriété de la collection de tous les lapins, ça en désigne la quantité. Tous les élèves fragiles plongent, ne comprennent rien. Ils mettront beaucoup de temps à comprendre comment le comptage-numérotage, parce que ça, c'est typiquement du comptage-numérotage, permet de représenter les quantités. Et il permet de représenter les quantités, mais il fait obstacle au nombre, on va voir. Il faut différencier les choses, il faut essayer de s'exprimer de manière un peu rigoureuse. Voilà. Alors, le fait que les mots nombres fonctionnent comme des numéros est attesté par un très grand nombre de recherches. Hein. Moi, dès 89, dans mon premier ouvrage, et puis ça remonte bientôt à 30 ans hein, quand même, hein. Dès 89, j'en parlais. Hein. Enseigner le comptage dénombrement, c'est s'y prendre complètement différemment. C'est théâtraliser la correspondance terme à terme. Un mot nombre, alors il faut une correspondance terme à terme. Sans correspondance terme à terme, il n'y a pas de quantité. Hein. Un mot nombre, la quantité des unités déjà prises en compte. Hein, c'est un peu compliqué, je vous donne un exemple. Et là-dessus, alors je n'invente rien. Moi, je fais que exhumer des pratiques pédagogiques anciennes, en inventer des nouvelles cohérentes avec celles-là, dénommer les choses, mais pour l'essentiel, quand même, j'exhume un grand nombre de textes pédagogiques de la période 1945-1986, et notamment donc l'après-guerre, la libération, grande période pour la pédagogie en France. C'est la libération, le plan Langevin-Vallon, jamais l'éducation nouvelle n'a autant d'influence en France, c'est une très grande période. René Brandicourt, instituteur, directeur d'école d'application, mais qui n'est pas n'importe quel instituteur, il co-signe, il a son nom sur la couverture, avec l'inspectrice générale de l'époque, Jacqueline Bandet, je crois, et Gaston Mialaret, grand universitaire, hein, l'un des créateurs des sciences de l'éducation en France. Il co-signe un ouvrage sur les débuts du calcul. Lui rédige le chapitre sur comment faire classe. Hein. Et regardez ce qu'il nous dit. À ce sujet, nous signalons le danger qu'il y a dans le comptage à énoncer les nombres en prenant les objets un à un. Et regardez, il faut peser les mots. Il est en train de nous dire, attention, quand vous comptez en prenant les objets un à un, il y a du danger. Vous voyez, le mot danger n'est pas anodin. Hein.
il s'explique. Alors, excusez-moi, il faut que je vous donne le contexte. Il imagine un contexte où il y a des assiettes alignées devant lui, truc, et puis il va les dénombrer en les prenant une à une. Et puis il va former une pile. Vous voyez, il en prend une, il la met dans la pile, une autre, il la met dans la pile, etc. Puis il va les dénombrer. Il va les dénombrer. C'est en posant la deuxième assiette sur la première que je dis 2. Vous voyez, il prend une assiette, 1. Il prend une assiette. Il ne dit surtout pas 2 au moment où il a l'assiette dans la main. Surtout pas. C'est la deuxième assiette. La deuxième assiette n'est pas 2. Pourquoi vous diriez 2 alors que vous avez une assiette dans la main? Oui, ça fait un peu Raymond DeVos, mais... mais bon... Non, ne dites 2 que quand elle est dans la pile. Là, vous avez la pile des 2 assiettes. Vous dites 2 parce qu'il y a une quantité de 2 assiettes. C'est en examinant, pareil pour la troisième, la quatrième, c'est en examinant la pile successivement constituée que j'énonce 2, 3, 4, 6. Je vous fais rapidement un bon test. On s'adresse à des enfants qui ont compris les 3 premiers nombres, donc qui savent que 3 c'est 2 et encore 1, que 4, que 2 c'est 1 et encore 1. Il y a un résultat bien établi en psychologie cognitive, c'est que les 5 premiers nombres se construisent dans l'ordre. On n'a jamais vu un enfant comprendre que 3 c'est 2 et encore 1, qui ne sache que 2 c'est 1 et encore 1. Jamais. Et donc il faut tenter de faire comprendre à des élèves, alors ça sera, si vous voulez, le programme avec en 2015, programme de la petite section, les 3 premiers nombres, comprendre les 3 premiers nombres, mais à travers leur décomposition, pas de comptage numérotage. 2 c'est 1 et encore 1. 3 c'est 2 et encore 1. Moyenne section, on aborde le nombre 4, après s'être assuré que tous les enfants ont compris le nombre 4, le nombre 3. Et là, vous pouvez enseigner le comptage dénombrement jusqu'à 4 comme ça. Puis après, je vous montrerai ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vous pouvez faire, vous imaginez là que la croix est le doigt de l'enfant. Et le doigt de l'adulte qui montre à l'enfant comment les grands font pour dénombrer une collection, pour former une collection de 4. Ils font comme ça, les grands. 1, 2, 3, 4. Tu vois, là, il y a 4 jetons. Il ne faut surtout pas faire ça. 1, 2, 3, 4. Tu vois, là, il y a 4 jetons. Alors, vous avez tous compris que je n'ai pas fait la même chose. La deuxième fois, j'ai fait ça. J'ai posé mon doigt sur un jeton, j'ai dit 1, je le déplace. Et je déplace le jeton numéro 1. 2, je numérote le jeton et je déplace le jeton numéro 2. 3, je numérote le jeton, 3, et je déplace le jeton numéro 1. 4, je numérote le jeton et je déplace le jeton numéro 4. Puis après, je dis à l'enfant, mais tu vois, 4, c'est aussi tout ça. Et tous les enfants fragiles, mais c'est quoi 4 ? C'est ce qu'il a dit quand il a touché ce jeton-là, ou c'est quelque chose qui est en rapport avec ça? Ce que j'ai fait au début, c'est pas du tout ça. J'ai dit 1. C'est pas grave, sur le 1, c'est pas grave. 1. C'est vrai ce que je dis. Mais là, je vous promets de faire attention. 2, je n'ai dit 2 que quand la collection de 2 est formée. Tous les enfants savent que 2 c'est 1 et encore 1. Dans la tête de tous les enfants, 2 ne sera pas un numéro, ça sera les 2. 3, je n'ai dit 3 que quand j'ai ajouté un nouveau jeton. Tous les enfants savent que 3 c'est 2 et encore 1. Et donc, dans leur tête, 3, ça sera les 3 jetons. 4, mot nouveau.
Mais je définis 4 comme 3 et encore 1. Et même, je peux être complètement explicite. Je peux dire 1 et encore 1, 2 et encore 1, 3 et encore 1, 4. Tu vois, il y a 4 jetons. C'est-à-dire, j'explicite l'itération de l'unité. Un comptage dénombrement est un comptage qui explicite, par la théâtralisation de l'ajout d'une unité, par la façon dont on s'exprime, l'itération de l'unité. Regardez, les 2 caractéristiques du comptage dénombrement. On rend explicite le calcul plus un répété sous-jacent au comptage. Chacun des mots prononcés désigne une quantité, pas d'usage de numéros. Chacun des mots que je prononce désigne une quantité. Je mets en relation des quantités. Le nombre est bien plus qu'un moyen de garder la mémoire des quantités. Il permet d'accéder aux différences entre quantités. Où votre travail est difficile, pendant 1986 et 2015, la plupart des didacticiens, des psychologues n'ont fait que vous donner des définitions du nombre dangereuses, erronées, comment vous dire. Moi, je veux reprendre la définition de Piaget, la définition de Newton avant Piaget. Le nombre n'est pas une quantité. Le nombre, c'est la raison des quantités. C'est des entités qui mettent en relation les quantités. Le nombre, c'est accéder aux différences entre quantités. Le nombre, c'est là, j'ai 4 jetons, là, j'en ai 5, j'en ai plus que là, parce que 5, c'est 4 et encore 1. La différence entre ces 2 quantités est de 1. Je suis capable d'accéder aux différences entre quantités quand elles sont les plus petites qui soient, c'est-à-dire quand elles sont de 1. C'est ça le nombre. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas, c'est bien plus que la quantité. Et donc on ne peut pas construire le nombre comme mémoire de la quantité. C'est un peu comme si vous disiez que le tournevis a été inventé comme moyen de retirer la poussière qui s'est insinuée dans les fentes. Bien sûr qu'un tournevis permet de nettoyer la poussière qui s'est insinuée dans les fentes, mais il permet tellement plus que ça. De la même façon, le nombre permet beaucoup plus que ça. Et on ne pourra le construire que dans des situations qui mettent en jeu au moins 2 quantités. Et une situation extrêmement qu'on vous propose, mes collègues didacticiens disent, c'est la situation fondamentale du nombre comme moyen de garder la mémoire des quantités. Ben non, parce que ça n'introduit d'aucune façon au nombre. Ça, c'est une situation d'apprentissage du comptage-numérotage et donc ça éloigne. Je vous le montre. Pour ça, je vous décris la situation. Il y a des pots de yaourt. Dans une classe, ça devient des pots de peinture. À l'autre bout de la classe, il y a des pinceaux. Il faut, en un voyage, aller chercher exactement ce qu'il faut de pinceaux pour faire une correspondance 1 à 1 avec les pots de peinture. Vous voyez, on va pouvoir mettre qui est pareil de pinceaux que de pots de peinture. Ce n'est pas le nombre R. Construire une quantité R, A, B, C, D, etc. Oui, évidemment. Mais même plus petit, Blanche-Neige, elle avait plus ou moins de H nains. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Là j'en vois un certain nombre. Voilà. J'en vois un certain nombre, ils sont comme ça, on lèverait le coude, on verrait A, B, C, D, E, G, A. Et on s'aperçoit que c'est une toute petite quantité, H. C'est 8. Et pourquoi on compte sur ses doigts? Parce que dès qu'on compte sur ses doigts, on a le repère 5, décomposition. Décomposition qu'on porte toujours sur nous. Je vous ai interrogé sur H. Bon.
Vous étiez très nombreux à avoir compté avec nos chiffres, avec nos mots nombres, les pots, et à savoir que G-pot, c'est 7 pots. Hein. Vous étiez nombreux. Hein. Et pourtant, immédiatement, vous n'avez pas eu accès à 8. Vous ne savez pas que H, c'est G plus A. A, B, C, D, E, F, G, H. H suit G. H, c'est G plus A. Si vous saviez que c'était 7, là, pourquoi ne m'avez-vous pas tout de suite dit 8 ? Parce que vous ne maîtrisez même pas l'itération de l'unité avec les lettres de l'alphabet. Dites-vous bien qu'un enfant en difficulté avec les nombres au CP, au CE1, est avec les mots nombres, avec les chiffres, comme vous êtes avec les lettres de l'alphabet. Former une collection de 8, bien sûr qu'il sait le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ! Bien sûr qu'il sait le faire, bien sûr. Mais 8 n'évoque rien d'autre dans sa tête que le comptage-numérotage jusqu'à 8. Comme chez vous, H n'évoque rien d'autre dans votre tête que le comptage-numérotage jusqu'à H. Alors que le bon élève, quand il entend 8, quand il voit le chiffre 8, toutes les relations 8, c'est 5 et encore 3. 5 plus 3, c'est 4 plus 4. C'est 7 plus 1, itération de l'unité. C'est 10 moins 2, etc. sont préactivés dans son cerveau. Vous voyez, donc, le comptage-numérotage n'est de toute évidence pas la solution de bons apprentissages numériques. Il existe pour l'essentiel 2 cultures pédagogiques des premiers apprentissages numériques. Le programme 2015 choisit de favoriser une entrée directe dans le calcul. Le programme 2015 vous dit ne faites surtout pas un long détour par le comptage-numérotage, faites entrer directement vos enfants dans le calcul. Les 2 cultures, quelles sont-elles? La culture états-unienne, celle que les programmes à partir de 1986 jusqu'à 2015 ont importée en France. Pendant une trentaine d'années, on a enseigné en France le nombre conformément à la culture états-unienne. C'est à l'école maternelle, chez les petits-enfants, on leur enseigne le comptage-numérotage. On leur apprend à garder la mémoire d'une quantité grâce au comptage-numérotage. Il faut, quand on fait un comptage-numérotage, il ne faut pas oublier le dernier mot prononcé, parce que c'est celui qui dit jusqu'où faudra compter la prochaine fois qu'on voudra construire une quantité identique. Il faut bien mémoriser le dernier mot prononcé. Et donc le programme de maternelle est centré là-dessus. Et puis alors, ce n'est qu'au CP qu'on va apprendre les décompositions du nombre, l'itération de l'unité, etc. Regardez, c'est le programme de 2002, de 2008, c'est très clair. Hein, c'est très clair. Et c'était l'objet des débats que j'ai pu avoir avec mes collègues didacticiens avant les programmes 2015. C'était leur teneur. Hein, c'est finalement le point de vue qui l'a emporté, parce que le CSP était, à cette époque, une instance indépendante qui permettait si vous voulez, qui permettait des interactions du bas vers le haut. Moi, je n'ai jamais eu de position institutionnelle très affirmée, sinon ma notoriété auprès des enseignants, qui n'est pas sans compter, hein, évidemment, mais d'un point de vue institutionnel, non. Eh bien, le point de vue que je défendais a été repris. Regardez. Alors d'abord, je vous montre que cette culture, c'était la nôtre. C'était la nôtre entre 1945 et 1970, et même jusqu'à 1986. C'était la nôtre. Regardez, Henri Canac, il faut présenter les nombres aux enfants dans l'ordre. C'est vrai que pour les 5 premiers, après ça devient rigide. Après ça devient des abus étroits. Hein. Et pour chaque nouveau nombre, amener les enfants à construire, définir, poser le nouveau nombre par adjonction de l'unité au nombre précédent, itération de l'unité. Hein, itération de l'unité. Hein.
puis étudier les diverses décompositions en nombre moins élevé que lui. Ça, c'était notre culture pédagogique jusqu'à 1986. C'est aussi la culture pédagogique des pays asiatiques. Hein, je veux dire. Programme maternel, rentrée 2015, quantifier des collections jusqu'à 10 au moins, et jusqu'à 10, ça veut dire jusqu'à 10, c'est déjà bien. Les composer et les décomposer par manipulation effective puis mentale. Vous voyez, on a complètement basculé, changé de culture pédagogique. Hein. Les collègues ne le savent pas toujours. Quels arguments furent déterminants en faveur du retour à la culture pédagogique d'avant 86 ? Il y en a un, c'est une étude de l'ADEPE qui date de 2008. On compare les performances en calcul d'élèves de CM2 en 1987, 1999, 2007. Vous voyez, 12 ans après, 1987, et 2007, 8 ans après encore. Les performances en calcul des élèves de CM2 s'effondrent entre 1987 et 2007. Tout de suite après qu'on ait préconisé d'enseigner le comptage-numérotage en France. Tout de suite après. Et quand on cherche d'autres causes que celle-là, ben on a du mal. J'ai écrit de nombreux textes sur la question, hein, dont un petit livre qui coûte 5 €, dont tous les droits d'auteur vont à la même association qu'évoquait Sylvie hier soir. Donc il coûte 5 €. Bon, ça vaut le coup d'y regarder de près, parce que c'est toujours intéressant, l'histoire des changements de programme, tout ça, analysé d'un peu près, c'est sacrément intéressant. S'effondre, tout se passe comme si les élèves de 1999 avaient étudié le calcul 1 an de moins que ceux de 87. Était-ce le cas? Non. Que faisaient ces élèves à l'école maternelle? Rien. C'était l'époque piagétienne de l'école maternelle. À l'époque, Piaget disait « les enfants ne sont pas conservants. Si on écarte des jetons, ils pensent qu'il y en a plus. Même quand ils les ont comptés. » On a une rangée de jetons, de bleus, on demande à l'enfant, tu prends pareil de jetons rouges, il fait une correspondance terme à terme, l'expérimentateur écarte les bleus, il dit maintenant est-ce qu'on a toujours pareil? Oh ben non, toi t'as plus. Hein, et compte-les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, et certains enfants, ouais, mais les 7 tiens, c'est plus que les 7 miens. Et donc, alors, c'est difficile à analyser. Hein, ces expériences sont difficiles, c'est complexe. Les raisons de l'échec sont multiples. La solution de l'époque était excessive. Hein, moi, je défends l'idée qu'on peut commencer l'apprentissage des 3 premiers nombres dès la petite section. Bon, mais à l'époque, les enfants avant 6-7 ans ne sont pas conservants, aucun apprentissage numérique à l'école maternelle. La première série Hermel, moi j'en faisais partie de la première équipe Hermel, j'ai démissionné de la deuxième, hein, suite à un différend théorique profond, comme vous le voyez. Hein. Première équipe Hermel, début des apprentissages numériques, janvier au CP. Aucune écriture de nombre avant janvier au CP. Regardez, exhumez les vieux textes pédagogiques, les vieux livres pédagogiques. Ça vaut le coup d'y regarder. Alors vous allez me dire, bon, mais les collègues, ils n'utilisaient pas le Hermel, ils utilisaient le Euler, maths et calcul. Ou alors le Thévenet, qui était un clone de maths et calcul. Première leçon sur les nombres, décembre au CP, leçon sur les nombres 1, 2 et 3. Et ce sont ces enfants-là qui avaient 1 an d'avance en calcul. Il y a quelque chose. Vous voyez, il faut y réfléchir. Quand on regarde l'effondrement, il ne s'explique pas par le milieu socioculturel. L'effondrement s'effectue dans les mêmes proportions chez les enfants de cadres que chez les enfants d'ouvriers. Exactement dans les mêmes proportions. Et puis quand
quand on examine tous les facteurs, on n'en trouve pas, sauf un pédagogique. On se met à enseigner le nombre à rebours de toutes les recommandations précédentes. À rebours. Hein. Bon. Et pourquoi ça sera difficile de revenir en arrière, hein, ça sera difficile. Alors bon, surtout si le nouveau gouvernement brouille complètement le message. Alors là, ça va devenir extrêmement difficile. Mais dans tous les cas, ça sera difficile. Pour plein de raisons, parce que d'abord, c'est la pédagogie de sens commun. Hein. Vous prenez quelqu'un dans la rue, vous le mettez dans une classe, enseigne le comptage, c'est qu'il va enseigner le comptage-numérotage. Hein. Il ne va pas enseigner le comptage-dénombrement et les décompositions. Hein. Et puis, l'enseignement du comptage-numérotage permet de créer de l'échec, surtout parce qu'on a l'impression que les enfants progressent. Et ça, c'est redoutable. C'est-à-dire que les collègues, si vous voulez, pendant 30 ans, évidemment que vous avez vu vos élèves progresser, même les plus fragiles. Heureusement. Heureusement. Mais ils progressent dans la représentation des nombres des quantités, excusez-moi, par comptage-numérotage, mais ils ne progressent pas dans le nombre. Ils ne progressent pas en calcul. Je vous le montre. Par exemple, en calcul, R plus C. R, c'est une quantité. Hein, laquelle C, ça va le C? Non. Pas de problème. R plus C, si je prends une quantité R, si je prends une quantité C, si je les réunis, je renumérote l'ensemble des unités. Combien je vais obtenir? Oh, il y a un truc simple. Hein? Vous faites R dans la tête, C sur les doigts, vous y allez R, S, T, U. Et je peux vous assurer que vous avez bon. R plus C est égal à U. Alors maintenant, si vous voulez, vous avez peut-être aussi une file numérotée dans la classe. Hein? C'est au-dessus du tableau, alors là en l'occurrence, c'est la suite des lettres de l'alphabet. Je repère la case R. Allez, ça y est, je la vois, la case R, elle est là. Et puis à droite, je fais A, B, C. Hein, alors quand j'ai fait A, j'avais le doigt sur S. Quand j'ai fait B, T. Quand j'ai fait C, j'avais le doigt U. On m'a appris qu'il fallait que je retienne. Et j'écris R plus C égale U. C'est combien R? C'est combien U? Je n'en ai aucune idée. Ce truc permet de donner les bonnes réponses à toutes les petites additions élémentaires sans être entré dans le nombre. Ce n'est pas calculé, ça. Ce n'est pas calculé. Et donc c'est redoutable, parce que l'élève, évidemment, lui, bon, et puis les plus fragiles, quand vous avez mis une stratégie de bas niveau à leur disposition, l'abandonner, c'est extrêmement dur. D'ailleurs, tous les travaux sur la difficulté grave dans les apprentissages numériques, revue de questions de l'INSERM, etc., montrent que ce sont des enfants enfermés dans le comptage-numérotage. Résolution de problèmes, regardez, on est en CE1. C'était les évaluations institutionnelles CE1 qui, pas sous le précédent quinquennat, mais encore le précédent. Hein, encore le précédent. À la récréation, Dimitris, en fin de CE1, joue aux billes. Au début de la partie, il possède 37 billes. À la fin, il a 72 billes. Combien a-t-il gagné de billes? L'enfant qui donne cette solution, c'est un protocole d'élève, ça. Il sait ce que c'est que 37 billes. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 37. L'enfant du problème, Dimitri, il a gagné des billes. Lesquelles il a gagné? La 38, la 39, la 40, la 41, la 42. Et l'enfant, il recopie tous les numéros. 38, 39, 40, 41, 42, jusqu'à 72. Alors il se trompe, ça dérape à un moment, et donc il répond faux, il en gagne 32. Mais aurait-il eu juste? Aurait-il eu la bonne réponse? Que c'est grave ce qui se passe là, parce qu'il n'y a aucune décomposition.
Il n'y a même pas les décompositions qui fondent l'écriture des nombres. Savoir que 42, c'est 40 plus 2. Je peux vous assurer que quand l'enfant fait ça, il fait exactement ce que vous faites quand vous égrenez les lettres de l'alphabet. Il passe 40. 40, c'est un numéro comme les autres. C'est un numéro comme les autres. Et donc, il peut faire ça sans comprendre l'écriture des nombres, sans avoir aucune notion de calcul. Dès que je suis devenu maître de conf de psycho, on m'a confié la formation en didactique de l'enseignement spécialisé. Maître E, maître F, c'est-à-dire SECPA, et puis maître D, et maître D. SECPA, 5e de SECPA, 6e de SECPA, mes stagiaires, tous les ans, je leur demandais comment faisaient leurs élèves pour résoudre les problèmes. C'était très simple. C'était très simple. Soit les nombres étaient grands, des nombres à 3 chiffres, par exemple, et alors ils choisissaient des opérations sur les aires du temps. Vous voyez, si on était en train de réviser la multiplication, ils choisissaient la multiplication. S'ils savaient que le maître doutait qu'il savait faire ce type de multiplication, ça ne doit pas être la multiplication, parce qu'il y avait 2 nombres de 3 chiffres, vous voyez, c'est l'addition ou la soustraction, ça. Vous voyez, ils ont l'art de développer des stratégies qui permettent d'éviter la compréhension de l'énoncé du problème. Et puis, s'il y avait des petits nombres et une file numérotée dans la salle, des fois, il y a des files numérotées, elles commencent à un mur, elles continuent à l'autre, elles continuent sur le 3e. Ils faisaient ça. C'est-à-dire que ce type de stratégie définit chez les élèves les plus faibles leur maximum de compétences. De la même manière que vous interrogez ces élèves sur 8 plus 6, tant qu'ils n'ont pas sorti 6 doigts, ils n'ont aucune idée du résultat. Chez 3 élèves de SECPA sur 4. C'est-à-dire en enseignant des stratégies de bas niveau, on définit des stratégies qui n'ont aucun avenir scolaire, on crée l'échec scolaire. On crée l'échec scolaire. Tous les ans, depuis 1999, il y a 40 000 enfants dans chaque génération. Une génération, c'est un peu moins de 800 000 enfants. Dans chaque génération d'élèves, il y a 40 000 d'enfants de plus qu'en 1987, dont on dit qu'ils sont dyscalculiques. Henri Canac les appelait des enfants mal débutés. Il n'y a aucune raison que l'échec scolaire s'aggrave de 40 000 élèves. Toutes les évaluations internationales consécutives à l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure ne font que confirmer la baisse qui s'est passée à cette époque. Depuis, il n'y a plus de dégradation. Du moins, il y en a une très légère, mais non significative. La dégradation, elle a été immédiate après le truc. Mais nos prédécesseurs le savaient. Regardez, c'est terrible, une des plus grandes lacunes de notre système scolaire, de la formation, c'est l'amnésie de l'institution. Une institution, vous voyez, qui ne sait pas transmettre l'histoire de l'exercice du métier est sacrément handicapée. L'école de la République ne peut pas avoir plus de 130 ans d'existence sans que parmi nos prédécesseurs, il n'y ait eu des gens qui aient fait des observations fines, qui les a rapportées dans des écrits, qui aient inventé des outils intéressants. Vous voyez, on ne peut pas faire comme si tout cela n'existait pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez ce qu'écrivaient des conseillers pédagogiques en 1962. L'enseignement du comptage-numérotage fait acquérir à force de répétition la liaison entre le nom du nombre, l'écriture du chiffre, la position de ce nombre dans la suite des autres. Ce sont en train de dire ces pédagogues, c'est « vous aurez l'impression de progrès ». Oui, vos élèves, vous aurez l'impression qu'ils progressent et donc les apparences seront sauvées, si vous voulez.
mais l'enseignement du comptage-numérotage gêne la représentation du nombre. L'opération mentale, en un mot, il empêche l'enfant de penser, de calculer. Vous vous rendez compte, sous la plume d'un pédagogue, un enseignement qui empêche les élèves de penser. Il n'y a pas de condamnation plus grave. Hein? Bon, donc, je posais la question, faut-il ou non enseigner le comptage-numérotage? Et les sciences cognitives, Piaget, je vous en ai dit 2 mots. Le comptage-numérotage, non, vraiment, il s'en méfiait, il pensait que ça ne conduisait à aucun progrès. Et il faut aller rentrer dans une analyse plus précise que ça. Ça permet la représentation des quantités, ça fait obstacle à l'entrée dans le nombre. Gell-Mann, c'est la psychologue états-unienne qui a inspiré mes collègues de l'équipe Hermel 2. Hein? Et elle pense, elle, que la compréhension du comptage-numérotage est innée. Est innée. Alors bon, vous savez, hein, quelque chose d'inné, c'est difficile de lutter contre. Hein? Bon, c'est évidemment grossièrement faux. Stanislas Dehaene, vers 1990, il s'inscrit dans le droit prolongement de Rochelle Gell-Mann. Ce n'est que le prolongateur de cette théorie. J'en toucherai 2 mots tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est-à-dire un article publié en 2017 et qui a provoqué chez moi une joie intense. Elisabeth Spelke, professeure de psychologie à Harvard, l'une des grandes pointures de la psychologie mondiale. Il se trouve qu'elle a beaucoup travaillé avec Stanislas Dehaene. Elle est entrée au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Apparemment, son point de vue n'est pas prépondérant ou elle ne veut pas rentrer dans ces considérations-là. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Hein. J'aimerais bien être petite souris, hein, mais je ne sais pas ce qui s'y passe. Regardez, dans une revue prestigieuse, Langage, Apprentissage et Développement, elle écrit un article qui s'appelle « Connaissances fondamentales », bon, approximativement, langage et nombre, en 2017, et elle écrit « Je rejette la thèse que le comptage est central pour le nombre ». Vous vous rendez compte? Ça ne s'était plus trouvé sous la plume d'un ponte de la psychologie internationale depuis Jean Piaget. Alors quand on nous dit « la science dit que », d'abord la science est versatile. La science est débat. La science est débat. Le rejet du comptage-numérotage, comme j'ai essayé de vous le montrer, n'est pas aujourd'hui le rejet de tout comptage. Ce qui était le cas chez Jean Piaget. Vous voyez, donc la science progresse, mais il faut se méfier. Un pédagogue ne peut jamais prendre le discours scientifique du moment pour argent comptant. Il doit toujours l'interpréter à l'aune de ses propres connaissances professionnelles issues de sa pratique. Elles ont, comme le disait Sylvie hier soir, autant de valeur pour l'objectif qui est le nôtre, lutter contre l'échec scolaire, que les connaissances scientifiques. Bien que moi je tiens en haute estime les connaissances scientifiques, je n'ai pas passé une thèse de psychologie cognitive à 40 ans, c'est dur. Ça veut dire vraiment, vous voyez, reprendre des études qui sont austères, difficiles, bon, à un âge déjà avancé, en sachant que la carrière universitaire, de toute manière, quand on passe la thèse à 40 ans, c'est un peu tard. Et donc, vous voyez, donc il faut vraiment avoir envie de s'approprier ces connaissances-là. Hein, je les tiens en très haute estime. Et les sciences cognitives, on a vu, j'en ai tiré les conclusions. Qu'en est-il des textes ministériels? Très clairement, la menace de retour au comptage-numérotage est grande, principalement sous l'influence de Michel Fayol et de Stanislas Dehaene.
Je vais essayer de vous le montrer à travers le point suivant, qui est, deuxième partie, dans les évaluations CP et CE1, une épreuve étonnante, c'est celle-là.